Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un souci assez classique et, soyons honnêtes, vraiment frustrant. Votre chaudière chauffe bien la maison, les radiateurs sont chauds, mais pas d'eau chaude au robinet. Rien. La douche froide en plein hiver, on connaît. Pour nous aider à y voir plus clair, on a consulté un guide de dépannage qui s'intitule Résoudre les problèmes de chaudière.fr, chauffage mais pas d'eau chaude. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ensemble les raisons techniques possibles. Pourquoi ce phénomène étrange? Pourquoi le chauffage, oui, et l'eau chaude, non? Allons-y. D'après nos sources, si le chauffage fonctionne, le suspect numéro un, ça se trouve souvent du côté du circuit d'eau chaude sanitaire, l'ECS. Et la première piste qu'on nous donne, c'est le circuit sanitaire lui-même, avec un coupable bien connu, le calcaire, le tartre. Ah oui, le tartre, c'est un grand classique, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est comment il agit spécifiquement sur l'eau chaude. En fait, le circuit d'eau chaude sanitaire, il utilise de l'eau neuve en permanence, qui vient du réseau, souvent chargé en minéraux. Et avec la chaleur, paf, le calcaire précipite, il adore ça. Contrairement au circuit de chauffage, où c'est toujours la même eau qui tourne. Exactement. L'eau du chauffage, elle est en circuit fermé, elle dépose son calcaire une fois, et puis c'est plus ou moins fini. Mais pour l'eau chaude, c'est un flux continu d'eau calcaire qui est chauffée. Du coup, ce tartre, il va s'accumuler juste là où il ne faut pas. Dans l'échangeur thermique, souvent un échangeur à plaques, ou autour de la résistance, si c'est un ballon. Et ça agit comme un isolant, en fait. C'est comme mettre une grosse couverture sur l'élément qui doit chauffer l'eau. La chaleur est produite, mais elle passe plus ou mal. D'accord. Et il y a des signes qui montrent que c'est ça le problème? Oui, le guide les décrit bien. Souvent, l'eau devient tiède d'abord, puis de plus en plus froide. Logique, le peu de chaleur qui passe est vite emporté par l'eau qui coule. On peut aussi entendre des bruits bizarres, comme un bouillonnement un peu sourd dans la chaudière. C'est l'eau qui surchauffe localement contre l'échangeur entartré. Ah oui. Et puis, un signe assez net, la pression de l'eau chaude au robinet diminue, alors que l'eau froide, elle, coule normalement. Ça indique que le tartre bouche carrément un peu le passage. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire quelque chose soi-même? Pour un entartrage sérieux, nos sources sont claires, il faut un détartrage par un professionnel. C'est une opération qui demande du matériel spécifique, des produits chimiques, mieux vaut pas bricoler ça. Compris pour le tartre. Mais le guide parle aussi d'une autre idée, la priorité à l'eau chaude. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est le fonctionnement normal des chaudières mixtes, celles qui font chauffage et eau chaude. En gros, elles sont pas conçues pour faire les deux à fond en même temps, donc elles donnent la priorité à l'eau chaude. Dès qu'on ouvre un robinet d'eau chaude, hop, Hop. elle arrête le chauffage. Oui, en théorie. Elle met en pause le chauffage des radiateurs et elle concentre toute son énergie pour chauffer l'eau sanitaire le plus vite possible. Logique pour avoir de l'eau chaude rapidement. Mais comment ça marche, cette bascule? Et surtout, est-ce que ça peut tomber en panne? Tout à fait. Le chef d'orchestre de cette bascule, c'est une pièce qui s'appelle la vanne 3 voies, ou vanne d'inversion. C'est comme un aiguillage. Elle a un petit moteur et elle dirige l'eau très chaude produite par le brûleur, soit vers les radiateurs, soit vers le système qui chauffe l'eau sanitaire, l'échangeur. Et si cet aiguillage se coince? Voilà le problème. Si la vanne reste bloquée en position chauffage, même si vous ouvrez le robinet d'eau chaude dès que la chaudière reçoit l'ordre de basculer, elle ne peut pas, physiquement. Ah. Le moteur essaie peut-être, mais la vanne elle-même est coincée. Par le calcaire, encore lui, ou par usure. Résultat, la chaudière continue de chauffer pour les radiateurs, mais impossible d'envoyer cette chaleur vers l'eau chaude. Et on peut savoir si c'est ça? Le guide donne un indice sonore intéressant. Souvent, quand on tire de l'eau chaude, on entend un petit clic ou un léger bzzz dans la chaudière. C'est le bruit du moteur de la vanne qui bascule. Ah oui, je vois ce bruit. Si ce petit bruit familier disparaît quand vous demandez de l'eau chaude, c'est un signe que la commutation ne se fait plus. La vanne n'obéit pas. Et là aussi, il faut un pro? Là aussi. Vérifiez la vanne, son moteur, la commande. C'est du ressort du chauffagiste. Il faut parfois la remplacer. D'accord. Donc on a le tartre qui isole, la vanne qui bloque l'aiguillage, mais encore avant ça, comment la chaudière sait qu'on veut de l'eau chaude? Il faut bien qu'elle reçoive l'info, non? Excellente question. On remonte la chaîne logique. Effectivement, avant même de vouloir bouger la vanne 3 voies, la chaudière doit savoir qu'il y a une demande. Et ça, c'est le rôle d'un capteur, le détecteur de débit sanitaire. Parfois on dit débitmètre ou flow switch en anglais.
Un détecteur de débit. Oui, c'est souvent une petite pièce avec une turbine ou un système magnétique, placé sur l'arrivée d'eau froide qui va vers l'échangeur sanitaire. Quand on ouvre le robinet d'eau chaude, l'eau se met à couler. Ça fait tourner la petite turbine. Voilà, où ça actionne le capteur magnétique. Et ce capteur envoie un signal électrique à la carte électronique de la chaudière. À l'eau, on demande de l'eau chaude. Et si ce capteur est en panne? Eh bien, s'il est en panne, ou même juste encrassé par le calcaire, des petites saletés, il ne détecte plus le passage de l'eau, même si vous ouvrez le robinet à fond. Donc, aucun signal n'est envoyé. Pour la chaudière, il ne se passe rien. Elle ne démarre pas le brûleur pour l'eau chaude, elle n'essaye même pas de bouger la vanne 3 voies. Rien. C'est tout bête, mais ça bloque tout. Exactement. C'est comme un interrupteur cassé. Le guide dit qu'un nettoyage peut parfois suffire, mais souvent il faut remplacer ce capteur. Encore une mission pour le technicien. Bon, ça fait beaucoup de pannes un peu techniques. J'espère qu'il y a de causes plus simples. Le guide parlait de vérification de base, le thermostat d'eau chaude par exemple. Ah oui, absolument. Et c'est la première chose à vérifier, vraiment. Ça peut éviter un déplacement pour rien. On pense souvent à régler le thermostat du chauffage, mais moins celui de l'eau chaude. C'est ça. La plupart des chaudières ont un réglage séparé pour la température de l'eau chaude sanitaire. Un bouton, un menu sur l'écran. Et si ce réglage a été baissé trop bas, volontairement ou pas, un enfant qui touche au bouton, une fausse manip, On aura de l'eau tiède, voire froide. bah oui, la chaudière fait ce qu'on lui demande, hein, chauffer l'eau à, disons, 30 degrés Celsius. Résultat, ça paraît froid, surtout si l'eau froide qui arrive est déjà très froide en hiver. La solution est simple alors. Très simple, on vérifie le réglage sur la chaudière et on le remonte à une température normale, entre 45 et 55 degrés Celsius, c'est bien en général. Le guide donne une fourchette. Oui, il rappelle aussi de ne pas mettre trop bas pour éviter les risques de légionnelle et pas trop haut non plus pour limiter le tartre et les brûlures. C'est un équilibre. Mais vérifier ce réglage, c'est le b.a.-ba. D'accord. Autre réglage simple mentionné, les modes hiver et été. Ça, je ne suis pas sûre de toujours bien comprendre à quoi ça sert. Ça pourrait être la cause? C'est tout à fait possible. Et c'est une autre vérification facile à faire, surtout au moment où on change de saison. Ces modes servent à optimiser. Le mode hiver, souvent avec un symbole de radiateur ou de flocon, active tout, le chauffage et la production d'eau chaude quand on en demande. Et le mode été? Le mode été, avec un soleil ou un robinet, lui, il coupe le chauffage. Mais il laisse la chaudière prête à faire de l'eau chaude dès qu'on ouvre un robinet. C'est pour éviter de chauffer les radiateurs pour rien quand il fait beau. Donc l'erreur, ce serait quoi? D'être en mode été en hiver? Ça, c'est pour le problème inverse. Pas de chauffage. Mais pour notre cas, pas d'eau chaude, l'erreur serait d'être sur un mode qui désactive l'eau chaude. Certains modèles ont peut-être un mode chauffage seul, ou alors le sélecteur est mal positionné, entre deux modes. Ah oui. Si la chaudière est sur un mode où la fonction eau chaude sanitaire est coupée, elle n'en fera pas, même si le chauffage, lui, fonctionne. Donc, un coup d'œil au panneau de commande, vérifier qu'on est bien sur hiver, ou chauffage plus eau chaude, ou sur été, ou eau chaude seule, si on ne veut que ça. Ça peut suffire. Logique. Alors, un point qui m'a un peu surprise dans le guide, c'est la pression de l'eau. Mais la pression dans le circuit de chauffage, celle du manomètre. Comment ça peut bloquer l'eau chaude du robinet? Oui, ça peut paraître indirect, mais c'est lié à la sécurité de la chaudière. La sécurité? Risque. Si la pression devient trop basse, le guide parle souvent d'un seuil critique vers 0,8 ou 1 bar. Ce qu'on voit sur la petite aiguille. C'est ça, sur le manomètre. Si c'est trop bas, la chaudière détecte une anomalie. Elle peut penser qu'il y a une fuite ou que l'eau ne va plus circuler correctement autour des parties chaudes avec un risque de surchauffe. D'accord. Donc par sécurité, beaucoup de modèles vont se bloquer. Ils refusent de démarrer le brûleur. Et ça peut inclure le démarrage pour l'eau chaude sanitaire, même si le chauffage semblait encore marcher un peu. C'est une protection. Quelle est la bonne pression alors? En général, c'est indiqué dans le manuel, mais c'est souvent entre 1 et 1,5 bar quand les radiateurs sont froids. Si c'est en dessous, il faut remettre un peu d'eau avec le robinet de remplissage. Et si on ne sait pas faire ou si ça baisse tout le temps? Alors là, mieux vaut appeler un pro. Surtout si ça baisse souvent, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Compris. Protection de l'appareil. Et enfin, le guide termine avec les codes d'erreur, la chaudière qui parle. C'est un peu ça, oui. Les chaudières modernes ont souvent un écran digital et un système d'autodiagnostic. Quand quelque chose ne va pas en interne, elles affichent un code, une lettre, un chiffre ou une combinaison. Et ça correspond à quoi? Chaque code correspond à un défaut précis détecté par les capteurs. Une surchauffe, un problème de sonde de température, y compris celle de l'eau chaude, un souci de ventilation, ou ça peut confirmer un manque de pression par exemple. Et quand un code apparaît,
Très souvent, la chaudière se met en sécurité. Ce qui veut dire, en général, arrêt de la production d'eau chaude et parfois du chauffage, pour éviter tout risque. Qu'est-ce qu'on fait face à un code? Premier réflexe, regardez dans le manuel de la chaudière. La liste des codes et leur signification s'y trouve normalement. Parfois, une action simple, comme un reset ou rajouter de l'eau suffit. Mais la plupart du temps, comme le dit le guide, ces codes signalent un problème qui demande l'intervention d'un technicien qualifié. C'est lui qui pourra vraiment interpréter le code, tester la pièce en cause et réparer en sécurité. Bricoler avec un code d'erreur, c'est rarement une bonne idée. Bon, d'accord. Si on récapitule. Une chaudière qui chauffe la maison, mais pas l'eau du robinet. Les causes peuvent être nombreuses. On a le tartre qui bouche ou qui isole, la vanne 3 voies qui est coincée et qui n'envoie pas la chaleur au bon endroit, le capteur de débit qui ne dit plus à la chaudière qu'on veut de l'eau, ou alors des choses plus simples, on a mal réglé le thermostat de l'eau chaude, on s'est trompé de mode, hiver-été, et enfin des sécurités, pas assez de pression dans le circuit de chauffage ou en code d'erreur qui bloque tout, c'est ça? C'est une excellente synthèse, oui. Ce qui ressort, c'est qu'il y a effectivement plusieurs possibilités, qui montrent que c'est quand même un appareil assez complexe. Il y a quelques vérifications qu'on peut faire soi-même, regarder les réglages, la pression, les premiers secours, on va dire. Oui. Mais pour la plupart des autres causes, le tartre incrusté, la vanne bloquée, le capteur HS, les codes d'erreur, là, on voit bien qu'il faut l'expertise d'un professionnel. Et ça nous rappelle l'importance de l'entretien annuel. Le chauffagiste, pendant cet entretien, il vérifie justement ces points sensibles, il nettoie, il peut anticiper une panne. C'est la meilleure prévention contre la douche froide. C'est vrai. Mais quand la panne est là, à part les réglages de base, l'appel à un pro, c'est la solution la plus sûre et efficace. Faut pas oublier que c'est un appareil à gaz, avec de l'électricité, de l'eau. Donc, en résumé, pour notre problème de chauffage sans eau chaude, on vérifie les réglages, la pression. Si ça ne marche toujours pas, on appelle un chauffagiste. C'est le chemin le plus sage, oui. C'est lui qui trouvera la pièce défaillante dans le circuit d'eau chaude. Et d'ailleurs, ça soulève une réflexion intéressante, je trouve. Nos appareils à la maison sont de plus en plus performants, connectés même parfois, mais du coup, souvent plus complexes. Des boîtes noires un peu. C'est vrai. Et on se demande jusqu'à quel point cette sophistication nous rend dépendants d'experts dès qu'il y a le moindre souci. Où est le juste milieu entre comprendre un minimum comment ça marche, faire les petites vérifies soi-même et savoir quand il faut absolument laisser faire un professionnel pour l'efficacité et pour la sécurité, hein. C'est une bonne question. Oui, ça dépasse la chaudière. C'est notre rapport général à la technologie qui nous entoure. Quelle part de contrôle on garde, quelle part on délègue. Vaste le sujet pour une autre fois, peut-être.